Brillante analyse de nos trois candidats. Alors on arrive bien sûr à la conclusion et elle vous appartient, Roland Quérol. Alors déjà sur les trois candidats, on s'aperçoit que tous y tendent la main aux chefs d'entreprise. Cette prééminence maintenant du monde économique dans les décisions, est-ce que c'est pas là aussi un nouveau modèle, alors je sais pas comment il faut l'appeler, de gouvernance ou pas, mais où les décisions et l'avenir d'une région se font entre à la fois le monde politique, bien évidemment, c'est eux la légitimité démocratique, et puis aussi le monde économique. C'est très anglo-saxon comme vision des choses, non? Oui, si vous me laissez quelques minutes, je sais que vous êtes tous très pressés d'aller à l'apéro, et je ne disconviens pas Non, il y en a qu'un ou deux qui sont levés, envie. monsieur Mais Quérol. enfin... Ne vous en faites pas. On les tient, on les tient. Bon, alors, ils ne commenceront pas l'apéro sans nous. Il me semble que, évidemment, nous sommes dans un monde qui change. 7 milliards d'habitants, 1 milliard qui ne mangent pas à leur faim. Les sociétés changent incroyablement sous nos yeux. La France change. J'y insiste parce que moi, j'entends trop souvent des politiques, je me venge maintenant qu'ils ne sont plus là, j'entends trop souvent des politiques qui disent ce pays est irréformable, on est devant une société bloquée, on voudrait changer les choses, ils s'y opposent en s'arc-boutant sur des avantages et des préjugés. Je ne le crois pas. Je crois que nous sommes dans un pays qui change très vite. J'ai eu l'occasion d'écrire dans un bouquin il n'y a pas longtemps, en le comparant aux autres pays d'Europe, que nous étions peut-être le pays le plus changeant d'Europe. Celui dans lequel les femmes ont pris en même temps la double décision de travailler à l'égal des hommes et de se remettre à faire des enfants. Un signe de dynamisme sociétal exceptionnel, dans lequel les agriculteurs sont devenus des chefs d'entreprise modernes qui vivent tous les jours à l'heure de l'Europe, dans lequel les entreprises ont développé une innovation exceptionnelle, et même une innovation sociale, et même à partir de la loi des 35 heures, qui en général ne leur faisait pas plaisir, elles ont su innover en matière sociale. Donc voilà, je crois qu'il faut prendre conscience de ça. Moi, je dirais presque le contraire. C'est souvent les décideurs institutionnels ou politiques qui, ayant peur du peuple et de son éventuelle sanction dans les prochaines élections, ne bougent pas assez par rapport à la demande citoyenne. Il n'y a qu'à voir autour de vous, et vous êtes entrepreneur. Vous le savez, comme moi, qu'il a été 30 ans, on n'arrête pas d'avoir des gens qui prennent des initiatives, qui bougent, qui se bougent, qui montent des choses, qui prennent des initiatives. Donc je crois qu'il faut aussi que nous sachions communiquer cette image aux décideurs. Sur cette intervention des actifs, si j'ose dire, dans le monde politique, ça passe aussi par... il y en a certains patrons ou chefs d'entreprise qui ont franchi le pas et qui sont rentrés en politique pour justement se dire c'est le seul endroit où on va faire changer les lignes. Et on voit que dans toutes les listes, il y a assez dans ces élections régionales, davantage, si j'ose dire, de chefs d'entreprise que dans les précédentes élections régionales. Votre sentiment là-dessus? Ils y vont. Mon sentiment, c'est que ça vient, mais que ce n'est pas suffisant. Je dirais la même chose des femmes. Tiens, il y a des femmes ici, oui, mais enfin, vous n'êtes pas majoritaire, mesdames. Je suis de ceux qui pensent que c'est combat pour que ceux qui sont minoritaires dans la politique y aillent plus qu'avant. L'une des raisons pour lesquelles nous sommes, je veux dire nous les citoyens sondés, pour lesquels nous avons des réticences par rapport aux politiques, c'est que souvent nous ne nous sentons pas représentés. Et moi je suis très frappé quand je parle avec des collègues chefs d'entreprise par cette idée qu'ils ont le sentiment, et c'est souvent vrai quand même, que le monde politique est extérieur à l'entreprise et que, je dirais, peu importe les étiquettes politiques, gauche, droite et Front National confondus, il y en a très peu qui comprennent la culture de ce milieu, ses nécessités, la façon dont ça fonctionne. Et donc, il faut absolument que ces parties, ces parts congrues de la société dans la politique soit plus présent. Donc je me réjouis que les régionales soient l'occasion, et c'est une bonne occasion, parce que justement, les régions ont le développement économique parmi leurs compétences. Je crois que c'est très important que les chefs d'entreprise y aillent. Ils n'y sont pas encore assez nombreux. J'espère que ça sera aussi vrai dans les élections parlementaires, qui là leur fait encore plus peur aux chefs d'entreprise. C'est un monde qui leur paraît tout à fait à part.
Et je suis aussi très content que des organismes comme les vôtres, les chambres consulaires, interviennent en tant que tels. Le questionnement que vous avez opéré aujourd'hui aux 3 têtes de liste me paraît extrêmement positif. Et moi, quelles que soient les divergences que j'ai essayé de souligner, je trouve que les réponses qu'ils ont faites à vos questions sont des réponses qui montrent qu'ils ont entendu, en tout cas, cette part du message. Ils veulent faire une place aux institutions que vous représentez, que vous incarnez, et je crois que ça, c'est un pas en avant sérieux, parce que sur la base de ces réponses à votre livre blanc, vous pourrez les appeler demain, quels que soient les élus, au respect de ce qu'ils ont dit devant vous. Alors, Roland Quérol, peut-être une dernière question. Finalement, c'est assez dommage parce que l'ensemble de ces questions économiques qui sont au cœur des préoccupations des Français et qui vont être vraiment au cœur aussi des nouvelles compétences de la région, elles vont passer finalement au second rang puisque ces élections régionales sont un enjeu national politique très fort. On sait qu'est-ce qui va se passer dans les états-majors le 7 décembre au matin. Qu'est-ce que on a entendu M. Valls dire qu'il faudrait faire tout pour faire barrage au Front National et que finalement les questions et le débat de ce soir vont passer complètement inaperçus, peut-être quand le citoyen va mettre son bulletin dans l'urne. Vous savez, dans des moments d'état de l'opinion, où ce qui remonte d'abord de la France profonde, comme on dit, c'est « il y en a marre, ça ne va pas, faut changer ». Je me disais, pauvre monsieur Castaner, défendant le double bilan national et régional, difficile de mener campagne. Et donc voilà, nous sommes dans un moment où d'abord, il y a plein de Français qui ne s'intéressent encore pas du tout aux élections régionales. Je vous le signale, si vous ne l'avez pas regardé, à peu près un tiers des Français n'a pour le moment aucun intérêt pour ces élections régionales. Donc je pense que c'est très... Abstention, un pronostic sur l'abstention très forte? De cet ordre-là, probablement. Tiens. Au moins de cet ordre-là, peut-être plus. Ça dépend si la campagne commence à prendre un petit peu, si le travail que font les médias, le travail que font les corps intermédiaires, qui est très important en la matière pour intéresser leur réseau, marche un peu mieux qu'il n'a marché jusqu'à maintenant. On peut imaginer qu'en dernière ligne droite, ça viendra. Mais il y a cette pesanteur. Il y a aussi la pesanteur d'une bonne part des électeurs de gauche qui sont tellement déçus par le bilan de leur pouvoir que pour beaucoup d'entre eux, n'osant quand même pas aller dans le camp d'en face, ils vont rester à la maison. Vous avez vu que c'est ce qui s'est passé à toutes les dernières élections municipales, départementales, européennes. Donc il s'est installé comme structurellement dans ces années un abstentionnisme différentiel de gauche qui va rendre la tâche extrêmement difficile dans les régions dans lesquelles la gauche est sortante, c'est-à-dire presque toutes sauf une. Aujourd'hui, dans les sondages, la gauche est donnée majoritaire dans 3 régions sur les 13. Elle espère à ces 3 régions, vous savez, la grande région Aquitaine, la grande région Midi-Pyrénées et la région Bretagne. Elle espère, elle, ajouter la Corse et l'Île-de-France, qui sont très ric-rac dans les sondages, mais le pronostic aujourd'hui, c'est tout de même qu'au moins 8 régions sur 13 vont être gouvernées par la droite, et peut-être plus que 8, plutôt 10. Alors, il reste évidemment que la clé du scrutin, on le disait tout à l'heure, et je conclus là-dessus, c'est cette histoire de second tour. Nous savons qu'il y a des régions, et il y a d'abord 2 régions, la vôtre et Nord-Pas-de-Calais-Picardie, dans lesquelles le Front National semble en mesure, évidemment, je dirais, d'être qualifié pour le second tour, et de savoir quelle est la réaction par rapport à cela des listes arrivées derrière et surtout de la liste arrivée 3e. Dans les 2 cas, c'est la gauche qui est la liste qui est donnée comme arrivant 3e aujourd'hui dans les sondages. Que fera-t-elle ? Plusieurs solutions. Se maintenir, ça veut dire permettre l'élection du Front National. Après tout, on peut se dire, mais certains d'entre vous se le disent, je le sais bien, le Front National, c'est devenu un parti comme un autre. Il n'y a pas de raison de faire une alliance contre le Front National, qu'elle y aille, et tant pis si c'est le Front National.
vous savez bien que ça n'est pas la culture militante de l'ensemble des gens qui composent les listes de gauche. Donc les deux autres solutions, c'est enlever sa liste, retirer sa liste purement et simplement, laisser la liste des Républicains et de leurs alliés face au Front National et d'appeler à voter pour elle. Et les quatrièmes listes, si j'ose dire, du front de gauche, ou en tout cas entre ELV et le front de gauche. Alors ça n'empêchera pas éventuellement... Parce qu'ils vont obéir à M. Valls. Voilà, si elles ont obtenu le minimum requis pour être candidat au second tour, ça ne les empêchera pas, elles, de se maintenir si elles le souhaitent. Ça va être très difficile à soutenir devant leurs électeurs, mais c'est tout à fait possible, hein, quand vous voyez comment ont été élus, comment ont été désignés les candidats écologistes en Nord-Pas-de-Calais et Picardie. C'est 200 ou 300 personnes qui décident de ne pas rejoindre la liste socialiste avec qui ils ont gouverné une région pendant toutes les années précédentes. Donc tout ça est possible, hein, y compris la folie personnelle de tel ou tel, ici ou là. Donc, et puis la dernière solution, c'est évidemment d'obtenir des républicains, de la liste républicaine UDI-Modem, une fusion. Parce que l'inconvénient de se contenter de se désister, c'est qu'on sait à l'avance qu'on n'aura pas un seul élu au conseil régional de la région, ce qui est souvent un peu dur à avaler. Franchement, moi je trouve qu'avoir quelques élus d'opposition qui ne comptent pas ou en avoir pas du tout, c'est pas si différent que ça, mais c'est très difficile de faire penser ça à des gens qui ont envie d'aller siéger dans un conseil régional. Donc la question est de savoir s'il est possible d'envisager des fusions de listes. Je n'en sais pas plus que vous. Je pense qu'il y a des endroits où c'est plus difficile que d'autres. Et l'un des endroits où c'est le plus difficile, c'est ici. Parce que M. Estrosi ne bénéficie pas auprès de la culture de gauche d'une sympathie très active. Donc, en termes galants, ces choses-là sont dites. Donc, voilà. Mais je crois aussi que... Vous voyez, on parle souvent de front républicain. Il ne s'agit pas de faire un front républicain. Un front républicain, c'était une majorité de gouvernement, en 1956, dont je parlais tout à l'heure, avec Mendes, Guy Mollet, Chaban-Delmas, etc. Là, il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de ce qu'on appelait, depuis la Troisième République, le désistement républicain. On estime qu'il y a un parti qui est en dehors de l'arc-en-ciel démocratique. Il faut tout faire pour s'unir contre lui, et on vote pour l'adversaire principal. Alors, ce qu'on dit souvent, et on arrête, ce qu'on dit souvent, c'est terrible parce que si on fait ça, on donne, les républicains, les socialistes, l'image qu'on est décidément de connivence. Ça restaure l'idée de l'UMPS. Et moi, mais, pardon si ça va choquer quelques-uns d'entre vous, c'est ce que je disais tout à l'heure à propos de la rédaction d'un programme économique dans un coin. Et si c'était vrai? Et si c'était vrai qu'il y avait des valeurs communes beaucoup plus importantes qui rapproche aujourd'hui les socialistes ou la gauche modérée et la droite modérée, beaucoup plus importante que ce qui les sépare l'un et l'autre du Front National. Voilà, c'est la question finale sur laquelle je vous laisse réfléchir. Roland Quérol. Président Maurice Brun, est-ce que vous avez le sentiment qu'on a rempli, si j'ose dire, le cahier des charges ce soir et que les chefs d'entreprise ont eu un certain nombre de sujets et de satisfaction en tout cas, ou en tout cas d'interrogations? Maurice Brun. Avant de dire 2 mots de conclusion, j'aimerais simplement, est-ce que vous imaginez le 20 janvier, Maurice Brun d'être aujourd'hui entre un grand journaliste et un grand politologue? Donc pour tous les deux, je pense que vous pouvez leur faire une belle ovation, parce que chapeau, messieurs. Donc l'heure de l'apéritif ou du verre de l'amitié est là. Donc je vais simplement me permettre de vous dire 2 mots de conclusion. Tout d'abord, j'ai une information à vous communiquer. À 16h45, Jean-Yves Petit, vice-président de la région, candidat au régional, m'a demandé une courte entrevue afin de me remettre les 40 propositions établies par la liste conduite par Sophie Camard et Jean-Marc Coppola. Il me l'a donné en main propre à l'entrée. Je suis respectueux des règles
j'ai pris l'engagement, moi-même, sans qu'il me le demande, de vous faire part des 40 propositions que notre collectif CCIR étudiera. Voilà, nous sommes en démocratie. Mesdames et messieurs, chers collègues, chers amis, nous avons ensemble un rôle essentiel à jouer et je rejoins votre analyse. En plaçant nos entreprises là où elles doivent être, au cœur des questions territoriales. Les entreprises renforcent les savoirs, participent à la transmission des valeurs fondamentales comme le vivre ensemble, la responsabilisation, l'entraide et l'esprit d'initiative. Elles améliorent parfois notre vie quotidienne par les innovations qu'elles apportent. Elles animent nos centres-villes et centres-bourgs et facilitent notre quotidien par une proximité appréciée. Elles sont d'excellentes ambassadrices à l'étranger, etc., etc. Notre région, Provence-Alpes-Côte d'Azur, et je suis heureux d'avoir entendu tout à l'heure que finalement, dans 2 jours, vous allez être adopté à Marseille, comme moi, j'ai été adopté à Marseille, voici il y a quelques jours. Notre région est encore pleine de promesses et d'opportunités. Sachons nous en montrer dignes. Ensemble, donnons-nous les moyens de faire mieux que la 7e place qui nous est réservée dans le nouveau découpage régional au 1er janvier 2016. Soyons au rendez-vous de tous ceux qui croient en l'avenir de notre région, qui est pour moi l'une des plus belles de France. Nous, les CCI de Provence-Alpes-Côte d'Azur, sommes prêts à être co-constructeurs des politiques régionales en complémentarité avec le futur Conseil régional. La somme de nos compétences démultipliera le potentiel de notre région. Mais ne nous trompons pas, nos discours ne tiendront que par nos actes et seulement par nos actes. Nous arrivons maintenant au terme de cette rencontre qui a été forte en message, en conviction, en promesse et même en ambition pour notre région. Si seul on va plus vite, ensemble on va plus loin et on ira plus loin. Avant de nous diriger vers le verre de l'amitié qui ponctuera cette rencontre, donc elle aura lieu dans les salons d'honneur au premier niveau, avec la dégustation de quelques produits locaux de notre région. Je fais plaisir au président de la Chambre régionale de l'agriculture, mon ami Claude Rossignol. Je tiens à saluer cette parfaite synergie entre les équipes du réseau des CCI de Provence-Alpes-Côte d'Azur, que ce soit pour l'élaboration du livre blanc ou l'organisation de cette rencontre. Donc encore, mon cher Louis, merci et merci à toutes les équipes. Merci une fois encore à mon ami Jacques Pfister et ses équipes pour l'excellent accueil et la mise à disposition du Palais de la Bourse. Merci à toute notre équipe CCI de région. Excellent travail. Je suis heureux de pouvoir compter sur une telle équipe. Enfin, mesdames et messieurs, permettez-moi de vous réitérer mes plus sincères et chaleureux remerciements pour votre précieuse mobilisation. Organiser un tel événement avec votre présence nombreuse est la plus belle des récompenses, mais également un signe fort en direction du futur Conseil régional. Nous comptons sur vous, vous pouvez compter sur nous. À vous toutes et à vous tous, un grand bravo et un grand merci. Ah. Très bien. Bon, écoute, tu es remarquable. Même Estrosi, il a dialogué. Oui, presque. Il a donné un dialogue. C'est un grand pro. Non, mais c'est un grand pro. Justement, c'est comme on attendrait des joueurs locaux, dans une dimension internationale, il reste. Donc je vous rappelle que le cocktail est au premier étage. Parfait. Vous avez quand même dit la vérité par Maurice. Vous avez quand même dit aussi intéressé sur le salaire en disant qu'il était brillant et qu'il connaissait les Français. Et puis effectivement, c'est quand même un réseau de on sent le
Ouais, on sent que ça te fait du mal. On sent que ça te fait du mal. Mais bon, tu dis, oh merde, elle est bien. Ouais, alors si tu veux, sauf qu'on en veut. Oui. Comprends, la puissance a été faite, c'est Castaner qui l'a stratège, a montré, etc. Et heureusement tu tends la perche à la fin, faut que tu utilises un peu le filet, quoi. Parce que les trop commentateurs brillants de ce qui se passe, tu vois, analystes, etc. Et à la fin, il était bien. J'ai bien aimé à la fin. Mais je lui dis, il faut que tu sois un bagarreur. Il est sûr qu'il va être battu, donc il est trop cool. Je lui dis non, le match, il t'a frappé dessus. Oui, oui. Non, mais il était mieux. Et elle, Estrosi, il est parti dans son histoire avec la dette, etc. c'est la troisième fois que je m'entends la maréchale Le Pen. Elle a un discours, elle a une dizaine de thèmes et ils sont très bien faits. Mais elle n'a pas de vue d'ensemble. Elle est là, je supprime le guichet unique, le machin. C'est trucs. Bon. Mais bon, elle est pas mal, elle est fluide. Mais oui, elle est fluide. Je peux une question. Oui, tu dis, je vais la faire, oui, je sais, d'ailleurs. Je leur disais, ça y est, il va me faire une cabache. Je me suis dit, non, c'est ça, mais oui, elle est souriante, elle est polie. Là, elle a fait gaffe, elle n'a pas envoyé des vilains mots.